Bonjour, donc aujourd'hui j'aimerais vous présenter une étude qui a été faite sur l'expatriation des Français et c'est super intéressant parce que c'est une étude qui a été faite en 2024 par Ipsos pour le petitjournal.com, hein, c'est le journal de l'expatriation. Je vous recommande vraiment d'aller voir cet article, il est très intéressant. Je voudrais juste découvrir quelques chiffres. Alors déjà, euh, on parle des Français qui ont entre 18 et 40 ans. C'est une étude hein, qui a été faite par Ipsos et on va voir ce qu'il en est. Donc les Français, voilà, 34% des Français de 18 à 40 ans ont envie de s'expatrier. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Quelles sont les raisons en 2024 pour s'expatrier? C'est la recherche d'une meilleure qualité de vie, 46%. Et ce qu'on note, en fait, moi, ce que j'ai remarqué, hein, c'est une nouvelle culture pour 32%. En fait, pour moi, je considère que c'est la seule bonne raison de s'expatrier. C'est-à-dire que tout le reste, ce sont des choses, c'est une recherche de choses qui n'existent pas ou qui n'existent plus en France en 2024. La nouvelle culture, c'est quelque chose qui a toujours existé. Il y a toujours des gens, comme moi en fait, qui ont voulu s'expatrier pour découvrir des nouveaux horizons, une nouvelle culture, qui étaient passionnés par exemple par l'Asie, hein, où il y en a qui sont passionnés par la culture anglo-saxonne, par l'Amérique latine, etc. Donc ça peut vraiment, c'est une culture, même l'Afrique, hein, ça peut être des nouvelles cultures. C'est un sujet qui est vraiment intéressant, qui est vraiment positif, porteur. Par contre, quand on est à la recherche d'une meilleure qualité de vie, 46% des répondants pour des Français, moi je trouve ça hallucinant. Parce que euh, de manière reconnue, en fait, la qualité de vie en France était bien meilleure jusqu'il y a une dizaine d'années, à vrai dire, jusqu'à l'arrivée des Mozart de la finance en 2012, hein, vraiment. Euh, une meilleure rémunération, 27%. Donc là encore, c'est recherche du meilleur salaire. On n'est pas dans la découverte d'un ailleurs. Et il y a aussi 22% admettent rechercher plus de liberté qu'en France. Impôts, administration. Et en fait, je pense que c'est surtout administration, parce que c'est quand même liberté. Impôts, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est surtout administration, évidemment. Et on va voir que c'est un chiffre qui est très frappant. Vous allez comprendre une des raisons du fait que la France chute vers le bas et est en train de se casser la figure. Eh ben moi, je pense que ça, c'est une des raisons. On va voir pourquoi. 21% de nouvelles opportunités professionnelles et 20% à vous fuir un certain sentiment d'insécurité en France. Et ça, c'est hallucinant parce que finalement, c'est des gens qui sont jeunes, entre 18 et 40 ans, un certain sentiment d'insécurité en France. Qu'est-ce que ça aurait été si on avait interrogé les gens qui veulent s'expatrier et qui ont plus de, je sais pas, 60 ans par exemple? Ça aurait été assez impressionnant. Donc voilà un peu les chiffres de base et je voudrais mettre ça en relation avec une étude qui avait été faite par la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France, hein. Et les Français de l'étranger, l'expatriation des Français, quelle réalité? On va croiser les chiffres, c'est vraiment très très intéressant et c'est vraiment un sujet qu'il faut faire. Après un choc fiscal sans précédent, tiens, asséné en 2012-2013, la France serait-elle devenue une terre d'émigration? Donc là, on cherche à s'interroger sur la fuite des talents, les élites, etc. Tout le monde part. C'était déjà le cas en 2012-2013, hein, et bah, ça n'a pas changé depuis, ça a continué, ça s'est amplifié, et c'est une catastrophe pour le pays. Donc on va voir tout de suite les chiffres qui comptent. Voilà, donc il y a une chose qui n'a pas changé, hein, discrimination et hyper-sélectivité. Je pense que c'est quand même vraiment très important de comprendre à quel point les énarques ont vraiment coulé la France. Euh,
En France, le monde de l'entreprise est extrêmement politique. Les progressions de carrière sont nommées, normée et la hiérarchie est pesante. Au-delà de ça, le poids des réseaux ultra-élitistes, donc le poids des réseaux ultra-élitistes comme Polytechnique, ENA, HEC, rendent l'accès à de hautes responsabilités difficiles pour les autres. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un réseau ultra-élitiste? Ça, c'est très important à comprendre. Si vous n'avez pas fait d'études relativement longues, peut-être vous ne connaissez pas trop un peu ces milieux-là. Mais ce qui se passe, c'est que quand vous voyez les grandes écoles, vous vous dites, ce sont des gens qui sont très intelligents qui sortent de ces grandes écoles. Alors effectivement, oui, c'est des gens qui sont intelligents, qui ont réussi des études. Ce sont des gens qui sont analytiquement intéressants, c'est-à-dire qui sont, oui, qui sont bons pour faire de la théorie, du calcul, voilà, des choses comme ça. Mais ils sont plutôt orientés vers ce style de résolution de problèmes. Et en fait, ils n'ont pas nécessairement les qualités pour faire le management. Par contre, il y a quelque chose qui est très important que vous ne voyez pas, c'est le fait d'avoir un réseau. Parce que mine de rien, le fait d'avoir été en classe avec machin ou truc, c'est extrêmement important. En fait, ça fait probablement 50% de l'intérêt de ces écoles-là. Par rapport à d'autres, par exemple par rapport à l'université, où peut-être les choses sont un peu plus, comment dire, personnelles. Voilà, un peu moins collectives. Tandis que là, vous avez de véritables réseaux. C'est pour ça que vous voyez toujours les mêmes à la tête de l'État. Hein. Et comme ce sont des gens en fait qui sont sélectionnés sur un concours, sur papier, sur des choses comme ça, en fait, vous avez rien de l'aptitude au management. C'est pour ça que vous avez une véritable catastrophe en France au niveau du management. Et c'est pas du tout la même chose dans les autres pays. C'est très particulier à la France. Hein. Donc on voit bien la catastrophe que c'est. Et je vais continuer donc à parcourir le document pour vous. Donc vous allez voir pourquoi c'est la catastrophe en France. Ça peut être vraiment, moi j'en suis persuadé que c'est vraiment une explication de la catastrophe à la française. L'évolution du statut du français de l'étranger. Alors, on va discuter de deux choses. D'une part, du statut de l'expatrié, parce que j'imagine que c'est ce qui vous intéresse. Et puis, on va voir pourquoi c'est une catastrophe pour la France. Donc, la grande évolution des Français de l'étranger ces 10 dernières années, c'est qu'avant, les Français allaient en expatriation avec un contrat de leur entreprise. Donc, il y avait beaucoup d'avantages. Maintenant, c'est plus le cas. En fait, vous avez des contrats locaux. Hein. Ce sont essentiellement des contrats locaux. Et les gens finissent par rester. Mais surtout, ce qui est très important, c'est ça. Une part croissante de créateurs d'entreprises parmi les Français de l'étranger. Donc on voit qu'entre 2003 et 2013, près de 2 Français sur 10 à l'étranger sont des créateurs d'entreprises. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a 10 ans, en 2013, 2 Français sur 10 à l'étranger sont des créateurs d'entreprises. C'est un chiffre que vous trouvez nulle part ailleurs, ça. Hein. Et c'est un chiffre sérieux. Hein. Je veux dire, c'est la chambre de commerce, c'est vraiment des interrogations officielles, etc. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 2 Français sur 10 à l'étranger sont des créateurs d'entreprises. Si vous avez, si on prend par exemple les gens inscrits aux différents consulats, je vais arrondir hein, pour faciliter les choses, sinon on s'en sort pas, mais à peu près à 1 million de Français de l'étranger, on va dire. Si vous prenez 2 Français sur 10, ça fait 20% sont des créateurs d'entreprises. Tiens, ça vous rappelle pas quelque chose, le 20%? 22% admettent rechercher plus de liberté qu'en France. Administration. Donc, si vous faites le calcul, ça veut dire que vous tombez à 200 000 Français à l'étranger qui sont des créateurs d'entreprises. Alors, vous savez qu'il y a la discussion sur l'exit tax, sur le fait de taxer les Français de l'étranger. Mais ce qu'il y a, c'est que ces gens-là, en fait, créent leur entreprise
après leurs études ou pendant leurs études. Et puis, ils sont sur place quand ils créent leur entreprise. C'est ça qui est très important. Donc, ça ne les empêchera pas de partir. Et ce qu'il faut voir, c'est que quand on est sur des chiffres comme ça, 200 000, 200 000 créateurs d'entreprises à l'étranger, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'emploi? En termes d'emploi, il faut voir que les créations d'entreprises à l'étranger, c'est souvent des PME. Hein. Bon. Si vous mettez à peu près 5 salariés dans une entreprise comme ça, on va dire avec le créateur d'entreprise pour arrondir un peu, en fait, ça vous fait 1 million d'emplois créés à l'étranger. 1 million d'emplois. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte quelque part l'hémorragie que c'est. Parce que des gens squattent de manière absolument indue, hein, absolument indue la gestion, la création, enfin non, ils ne créent pas d'ailleurs généralement ces gens-là, le management, tout ce qui est les postes à responsabilité, les gens sont obligés de partir et donc créent le travail à l'étranger. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous perdez un créateur d'entreprise, vous perdez pas seulement la création d'emplois, parce que c'est vrai que vous perdez à ce moment-là, vous perdez donc 1 million d'emplois. Et là, j'ai pris sur une base de 1 million de Français de l'étranger. Hein. En 2024, on a à peu près 3 millions de Français de l'étranger qui ne sont pas nécessairement répertoriés. Donc vous imaginez, ça fait à peu près, vous pouvez estimer en gros à 3 millions d'emplois la création, parce que depuis 2013, les entreprises qui ont été créées à l'époque, eh bien, elles ont grossi. Donc vous pouvez vraiment avoir un chiffre de création d'emplois à l'étranger de l'ordre de 3 millions d'emplois. Le taux de chômage en France, enfin le nombre de chômeurs, c'est un peu plus de 2 millions de chômeurs, sans compter la pauvreté, etc. Mais c'est pas le tout. Quand vous perdez des créateurs d'entreprises, vous perdez pas que de l'emploi, vous perdez pas que de la richesse, vous perdez aussi l'optimisme, vous perdez aussi l'émulation, vous perdez l'exemplarité de créer justement, vous voyez, tout ça. Et tout ça, ça va se créer à l'extérieur de la France, éventuellement pour faire des services, des produits qui ensuite seront concurrents avec ce qui va se faire localement en France. Donc c'est vraiment une perte énorme pour la France. Donc, et on voit que finalement, on est engagé vraiment dans un cercle vicieux. Voilà, parce que bah, finalement, plus vous perdez tous ces gens-là qui sont précieux, et plus vous mettez au contraire des gens qui pompent en fait les ressources de la France, hein, clairement, hein, avec toutes les paperasses administratives, tout ce genre de choses-là, et bien nécessairement, ça c'est l'enchaînement d'un cercle vicieux, c'est-à-dire que vous allez avoir de plus en plus de gens qui vont vouloir partir. Moi, je dois avouer que en 2024, hein, ça m'a vraiment très surpris qu'il y a à peu près un tiers des Français, des gens qui ont entre 18 et 40 ans, qui veulent s'expatrier. Un tiers. Je pense que c'est un chiffre qui a jamais été atteint. Il faudrait regarder des sondages plus anciens sur le sujet. J'en ai pas trouvé, hein. Mais un tiers des Français qui veulent s'expatrier et qui sont productifs, etc., c'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Pour un pays comme la France, c'est pas normal. Je veux dire, il y a 20 ou 30 ans, euh, il n'y avait pas de raison de s'expatrier parce que quand même, il y avait vraiment une qualité de vie en France qui était meilleure que celle qu'il y avait à l'étranger. Maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, à l'étranger, la qualité de vie est souvent aussi bonne
que ce qu'on trouve en France, éventuellement meilleur même. Et puis, bon, bah, il y a tout le reste, hein. Je veux dire, il y a vraiment euh, bon, une meilleure rémunération, ça va avec la qualité de vie, puis avec le tissu économique. 22%, les créateurs d'entreprises sont poussés à l'extérieur de la France. Il faut bien comprendre qu'un créateur d'entreprise, c'est pas un bac plus 5, c'est pas nécessaire, enfin pas nécessairement un bac plus 5, c'est pas nécessairement quelqu'un qui a fait les grandes écoles, mais c'est quelqu'un qui est bon en management, c'est quelqu'un qui sait diriger une entreprise, qui sait diriger un groupe, qui éventuellement a les capacités de diriger, voilà, d'organiser les choses. Donc ces gens-là partent, ces gens de qualité partent, alors que par contre, les autres, eux, restent, non seulement ils restent, ils s'enquistent, mais en plus, ils parasitent véritablement la création de richesses en France, quoi. 21% de nouvelles opportunités professionnelles. C'est pas normal. Dans un pays comme la France qui est censé être un pays quand même développé, qu'on ait un taux de réponse de 21% de nouvelles opportunités professionnelles, c'est pas normal. Ça veut dire que le tissu économique souffre vraiment de manière définitive en fait. 20% à vous fuir un certain sentiment d'insécurité en France. Bon, ça va avec tout le reste en fait. Alors voilà une problématique que j'avais déjà traitée dans la deuxième vidéo de la chaîne. Il n'y a rien sur ce sujet-là, c'est un peu dommage. C'est les couples mixtes sont de plus en plus fréquents. Ça aussi, c'est le genre de choses dont on n'entend pas beaucoup parler officiellement. Parce que en France, le problème, en tout cas pour les hommes célibataires, il n'y a pas que la partie administrative qui entrave la liberté. Il y a aussi le fait de trouver quand même une Française qui soit relativement, comment dire, ce qu'on attend d'une femme, à vrai dire. Donc, le truc, c'est que ce que j'ai vécu, hein, je veux dire, clairement, dans les pays, asiatiques, c'est que des jeunes hommes célibataires qui allaient là-bas, ils repartaient pas célibataires. Généralement, ils trouvaient une nana sur place. Souvent, très souvent, ils se mariaient, hein. Bah, ça se passait bien parce qu'à vrai dire, les attentes étaient quelque part satisfaites. Et généralement, quand les expatriés découvraient, enfin, ou découvrent, hein, parce que c'est encore le cas, hein, je me suis laissé dire que c'était encore le cas même en 2024, quand les expatriés découvrent en fait toutes les qualités des femmes qu'il peut y avoir en Asie par rapport à ce qu'ils ont pu connaître en France, en fait, généralement, bah, le choix, il est assez vite fait. Donc, ce qui se passe, c'est que quand les femmes françaises vont en Asie, elles subissent véritablement un choc sur leur féminité parce que elles ont vraiment beaucoup de mal à soutenir la comparaison, donc ça se termine vraiment pas bien pour elles généralement. Alors, si elles sont célibataires, elles le restent, et si elles ont un mec, eh bien assez souvent, malheureusement pour elles, eh bien il y a la séparation. Donc c'est quelque chose de très important. D'ailleurs, c'est assez marrant finalement, enfin marrant, c'est assez paradoxal on va dire. C'est assez paradoxal que je parle pour l'Asie, hein. Alors je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays, les relations entre les Français, les hommes français et les femmes françaises. Mais en tout cas, en Asie, c'est très clair que ça se passe comme ça. Et ce qui est paradoxal, donc, ce que je voulais dire, c'est que finalement, quelque part, on voit que les reproches qui sont faits par les créateurs d'entreprises, hein, par les gens qui sont vraiment, qui vont de l'avant, etc., c'est plus de liberté qu'en France, hein, administration. Et je pense que dans l'administration française, en fait, on a un taux de féminisation des postes qui est extrêmement important. Donc, est-ce que
Est-ce que ceci explique cela? Est-ce qu'on aurait le même genre de comportement à travers finalement pas seulement les relations avec l'administration, mais aussi avec les femmes? C'est assez paradoxal comme question. Donc on avait vu hein, que les Français qui partaient en expatriation, d'ailleurs quand on parle de femmes, je pense que c'est aussi un sujet qui est important, c'est un sujet qui est peut-être pas vraiment trop abordé dans les études ou dans ce genre de statistiques, etc. Mais c'est vraiment important de comprendre que euh, le fait pour un homme français d'aller à l'étranger et puis effectivement bah, se marier sur place, hein, voilà euh, eh bien, ça explique aussi que 80% sont inscrits depuis plus de 5 ans dans la même circonscription. C'est vraiment quelque chose qui est important. Et en fait, il y a de moins en moins de Français, enfin, les Français rentrent de moins en moins en France. Je veux dire, c'est aussi mon expérience personnelle finalement. C'est-à-dire que euh, quelque part, le fait, il y a une évolution en France qui est clairement pas bonne. Ça va vraiment pas dans la bonne direction. Le problème, c'est que ça se voit clairement directement quand on arrive. C'est-à-dire, on va dans les rues, visiter les villes, même les villages, malheureusement, les petites villes. On s'aperçoit vraiment de la dégradation générale de la situation. Et bah, ça donne pas envie d'y aller, quoi. Je veux dire. Et donc, bah, effectivement, hein, on voit bien qu'au fur et à mesure des années qui passent, hein, 2006, 2010, 2013, mais je suis sûr que c'est même encore pire maintenant, après la pandémie, en fait. La pandémie, ça a vraiment été assez, a eu un impact assez important. Je pense que les choses se sont un peu figées pour pas mal d'entre nous à l'étranger. Et donc, ça nous a permis de prendre conscience que finalement, bah, le retour de temps en temps en France était peut-être pas si nécessaire, à part pour voir les proches, etc. Mais voilà, je veux dire, pas vraiment. On, on rentre plus avec le sentiment de se sentir chez soi, quoi, clairement. Et quand je veux dire plus le sentiment de se sentir chez soi, euh, c'est pas par rapport aux problématiques d'immigration ou ce genre de choses-là. C'est pas du tout ça. C'est vraiment le sentiment quand on arrive quelque part, même si on voit personne, en fait, d'appartenir à cet endroit-là. Voilà, c'est vraiment l'idée. Voilà, c'est mieux expliqué comme ça. C'est vraiment, c'est vrai qu'on peut avoir le sentiment quand on revient quelque part, quand on revient chez soi, voilà, on a des choses qui sont familières. Eh ben, c'est plus du tout le cas quand on revient en France. C'est-à-dire qu'on a plus vraiment le sentiment que c'est quelque chose auquel on est rattaché en fait. Alors, je voudrais aussi montrer les points de conclusion qui sont intéressants en 2024. Hein. C'est-à-dire que, bon, ok, l'étude, elle date de 2004, 2000, il y a une dizaine d'années, mais il y a quand même des choses qui sont intéressantes. Donc, les Français expatriés considérés comme un vivier de recrues potentielles parfaitement qualifiés. Ok. La communication entre les pouvoirs publics et les Français de l'étranger est faible. Bah oui, évidemment, parce que si les Français de l'étranger ils sont à l'étranger, c'est parce que quelque part, c'est plus trop leur truc d'être en relation avec le pays d'origine. Intéressant. Pour que ces Français soient incités à revenir en France, moi je dirais pour empêcher l'hémorragie des cerveaux hein, de continuer. Hein. Euh, Répondre aux besoins, euh, il faut revoir notre politique d'encouragement au retour. Bon. Retour des travailleurs tant au niveau administratif que fiscal. Enfin, ouais, c'est surtout faudrait surtout qu'il y ait un truc qui arrivera jamais, c'est la simplification administrative et fiscale de la France en termes global, quoi. Je veux dire, quand on voit ce qu'il y a dans d'autres pays, c'est clair. Bien évidemment, l'amélioration de la situation économique sera un facteur essentiel d'encouragement au retour. Alors, ça a été écrit il y a 10 ans, donc vous vous rendez bien compte que
faut pas s'étonner que y ait, euh, il y ait vraiment une catastrophe au niveau économique et que bah, les gens partent, hein. Je veux dire, je rappelle, un tiers des Français, hein, un tiers des Français qui veulent s'expatrier. Les expatriés français sont dans la grande majorité des agents économiques qui travaillent en réseau. Bah oui, parce que ça, les réseaux, c'est particulièrement important. Ainsi, le fait que de nombreux Français soient à l'étranger, tout comme le fait que la France accueille de nombreux étudiants étrangers, pourrait jouer un rôle clé dans le rayonnement international de la France. Ça, le rayonnement, c'est un truc très français en fait. L'idée, le rayonnement, à la limite, ce que j'ai compris à l'international, pendant toutes ces années, c'est que le rayonnement d'un pays, il correspond pas au rayonnement culturel. Je veux dire, les gens, ils veulent pas, ils aiment pas la France parce qu'il y a eu Louis XIV et ils veulent ressembler à Versailles ou je sais pas quelle ânerie dans ce genre-là. Ou la culture, bon, Voltaire ou je sais pas, ou ce genre de truc-là, ça n'a rien à voir. C'est juste, est-ce qu'on est une puissance économique? C'est la seule chose qui compte, je veux dire. euh, la France ne compte plus parce que ce n'est plus une puissance économique. C'est ça le problème. C'est ça le fond du sujet, en fait. Enfin, il serait important de mieux comprendre les conséquences de cette émergence de la catégorie entrepreneur expatrié. Voilà. Bah oui, parce que les gens partent. Ce que j'ai noté pas mal hein, chez les Français, une des qualités des Français, c'est leur capacité justement à créer des entreprises, à diriger, à manager. Et justement, je parle, c'est surtout pas les gens qui sortent des grandes écoles, c'est vraiment les gens qui, au contraire, ont peu de diplômes, ou pas du tout d'ailleurs, et qui créent des entreprises à l'étranger. Je veux dire, ça, c'est vraiment les gens qui sont intéressants, et c'est malheureusement les gens que la France est en train de perdre parce qu'on considère que c'est plus important de sortir de l'école machin, de l'école truc, alors qu'en fait, c'est pas là où on trouve les managers. Les managers, on les trouve dans la vie réelle, dans la création d'entreprises, et c'est pour ça que les créateurs d'entreprises sont obligés de fuir la France, littéralement. Quand vous voyez la création des entreprises en France, je vais vous montrer ça tout de suite. En fait, la présentation des politiques de la création d'entreprises en France est une véritable escroquerie. Pourquoi c'est une véritable escroquerie? Parce que, si vous voulez, vous avez deux types d'entreprises. Vous avez les entreprises normales, les sociétés qui créent avec des salariés. Ça, c'est le genre d'entreprise, par exemple, que créent les Français de l'étranger. Et puis, vous avez les micro-entrepreneurs qui sont les auto-entrepreneurs. Ça veut dire ce sont des gens pour lesquels j'ai beaucoup de respect, hein. Je veux dire, la question n'est pas là, mais généralement, ce sont des sous-salariés. Ils ont moins de droits sociaux, ils sont moins couverts, ils ont des salaires ou des rémunérations qui sont moins importantes que les salariés. En fait, voilà, c'est malheureusement la différence, si vous voulez, qu'il y a entre la courbe jaune et la courbe bleue. Il y en a pour la plupart, en fait, on ne peut pas les qualifier d'entreprise. Ça, c'est comptable, c'est administratif, si vous voulez. C'est pas la vraie réalité de la vie. La réalité de la vie, c'est que ça, c'est vraiment les entrepreneurs qui créent de l'emploi. Eux, non. Ils font baisser artificiellement les chiffres du chômage, mais ils se trouvent dans un tel état de précarité que moi, je considère que la plupart devraient être réintégrés dans les chiffres du chômage. En fait, ça montre plutôt une augmentation des chiffres du chômage. D'ailleurs, on voit bien, hein, c'est ce qu'on a vu sur les expatriés à partir de 2012. Euh, Là, il y a eu la création du statut d'auto-entrepreneur, ce qui est une très bonne chose, hein. Je veux dire, moi, je trouve que c'est un statut qui a permis vraiment à pas mal de gens de démarrer, de faire des trucs. Donc c'est vraiment un très bon statut, il n'y a aucun souci sur la question. Mais
on voit bien que à partir de 2015, hein, ça a commencé à exploser de manière absolument pas raisonnable, tout simplement parce que c'est la crise économique et que les chômeurs passaient de plus en plus vers des statuts comme ça. Donc ça permet de les sortir des chiffres du chômage. Donc ça veut dire que en fait, quand un Français crée une entreprise à l'étranger, eh bien, vous n'avez pas l'augmentation ici, vous avez la même chose, mais dans un autre pays. Et en plus, eh bien, la création d'emplois, elle ne se fait pas en France, mais elle se fait à ce moment-là dans un autre pays. Donc c'est ça qui est c'est ça la réalité en fait du truc. Donc c'est vraiment un très très gros problème. Et tout ça, c'est dû à quoi? C'est juste parce que, encore une fois, créer une entreprise en France, c'est très facile. Il faut mettre 3 coups de signature et c'est bon. Par contre, après, vous vivez un enfer de procédures administratives diverses qui fait que ça vous plombe complètement. Et ça, les administratifs ne comprennent pas. Ils n'ont jamais vécu ça. À la limite, je dirais, c'est pas de leur faute. Ils n'ont jamais vécu dans la vie avec un salaire ou une rémunération qui est fonction de leur travail. Parce que dans le privé, si on ne travaille pas, on ne mange pas. Alors que dans le public, ils ont les impôts. Donc voilà, tant qu'ils peuvent tant qu'ils peuvent traire la vache, c'est bon, quoi. Donc voilà un peu l'explication sur, enfin la présentation de cette étude, hein. Je vous recommande vraiment d'aller la voir. C'est une étude intéressante. Bonne journée.